L'instruction est toujours en cours. Alors, il faut savoir qu'au départ, je vous l'ai dit, elle était devant le tribunal de Meaux, mais qu'elle est passée ensuite à compter de 2012. Vous savez sans doute qu'en France, à compter de 2012, on a créé ce qu'on appelle le pôle au tribunal judiciaire de Paris, le pôle crime contre l'humanité. Donc, ce sont des magistrats spécialisés dans les poursuites crimes contre l'humanité, et il y a une centralisation de toutes les poursuites, de toutes les procédures sur ce pôle, ce qui fait que la juridiction de Meaux s'est trouvée dessaisie au profit du pôle. Et actuellement, il y a toujours une juge d'instruction qui est en charge du dossier, qui s'appelle Madame Tachot, et à chaque fois que je peux être avisé de ce que une ou plusieurs personnes sont de passage sur le territoire français, personnes qui peuvent être en lien avec l'affaire du beach de Brazzaville, qui peuvent être susceptibles d'être poursuivis pour leur responsabilité dans cette affaire, j'essaie de prévenir Madame Tachot. Si parmi vous, quelques-uns, quelques-unes d'entre vous ont connaissance du passage en France, du séjour en France de telle ou telle des personnes susceptibles d'être impliquées et encore vivantes, parce qu'en cours de route, on a perdu parmi, si vous voulez, moi j'avais tout l'organigramme, des personnes qui pouvaient être poursuivies, et il y en a plusieurs qui ont disparu, qui sont décédés. Mais donc, cette affaire est toujours vivante, et on a les moyens, on a vraiment les moyens de la réanimer au pôle, parce qu'il y a quand même des magistrats compétents, qualifiés, qui exercent uniquement dans ce domaine, puisqu'on a surmonté quand même beaucoup d'obstacles. Et en particulier le fait que la justice française, malgré le procès de Brazzaville que j'évoquais, continue de considérer que ce procès de Brazzaville, compte tenu de son caractère non conforme aux règles de droit d'un procès international qui doit respecter les minimums de règles du procès équitable, la justice française demeure compétente. Il faut sans cesse se dire que se remotiver ensemble et collectivement et continuer impérativement ce combat au nom de ce qui est dû, mémoire des victimes, justice, et le fait qu'il faut, et je pense qu'il y a quand même des progrès, même si c'est trop lent, même s'il y a beaucoup d'obstacles, même s'il y a des déceptions, il faut que ces personnes sachent qu'elles ne sont pas certaines de terminer tranquillement leur existence et qu'il y a quand même un risque qu'un jour la justice finisse par passer. Le procureur de Meaux, alors les chefs d'inculpation étaient de mémoire, torture, disparition forcée et crime contre l'humanité. Torture, disparition forcée, crime contre l'humanité. Et nous visions expressément dans cette plainte, évidemment, le général Dabira, puisque c'est lui qui permettait de justifier la compétence de la juridiction française, mais aussi Sassou Nguesso lui-même, et puis Pierre Aubat, ministre de l'Intérieur, au moment des événements du massacre. Donc l'affaire est allée devant la juridiction de Meaux. Le parquet, suite à notre saisine, a, ce qui n'est pas toujours le cas, tout de même accepté de mettre en œuvre l'action publique, et donc un juge d'instruction a été désigné. Et au surplus, nous avons eu la chance à ce moment-là de tomber sur un des rares juges d'instruction, surtout à l'époque, investi dans ce domaine de la justice internationale et au surplus courageux. Ce qui n'est pas le cas, il faut le dire, de tous les magistrats de France, de Navarre et sans doute d'ailleurs. Mais celui-là était courageux. Donc, quand il y a eu l'ouverture de cette information, la FIDH s'est constituée partie civile. J'ai été l'avocat dès le départ dans ce dossier. Après, j'ai eu d'autres avocats qui sont intervenus dans d'autres dossiers avec moi pour la FIDH. Mais là, j'ai été dès le départ le seul avocat. Et j'ai constitué aussi la Ligue des droits de l'homme française, dont je suis l'actuel président, l'OCDH, l'Organisation congolaise des droits de l'homme, et puis aussi quelques rescapés de ce massacre du Beach, des rescapés miraculés, et deux d'entre eux en particulier, dont j'aurai la mémoire constante, qui avaient été emmenés, si vous voulez, au pied de ce palais présidentiel où avaient lieu les exécutions. Et comme il y avait une série de personnes qui étaient au fur et à mesure fusillées, qui tombaient, deux d'entre eux ont fait le mort, si on peut dire, sous le coup des balles qui étaient tirées par l'armée congolaise, et ont réussi en rampant au prix, pour l'un d'entre eux, c'est vraiment un miraculé,
ont réussi à survivre, à venir en France, à obtenir le statut de réfugié politique. Et par la suite, il y a eu beaucoup d'autres Congolais, personnes physiques, représentés par d'autres confrères, dont des confrères congolais d'ailleurs, qui se sont constitués partie civile. Voilà le panorama. L'instruction donc a pu démarrer avec M. Gervillier, qui était ce juge d'instruction dont je vous parlais tout à l'heure. Le général Dabira, à l'époque, était interrogé puisqu'il était en France et il a été placé, malheureusement, je dirais, parce que moi j'aurais aimé qu'il soit mis tout de suite en examen, mais c'est vrai que c'était compliqué au niveau des preuves de sa responsabilité pénale. Il a été placé sous le statut de témoin assisté. Bon, ça c'était en 2002 ou 2003. Immédiatement, le Congo de M. Sassou Nguesso a réagi, s'est offusqué bien sûr auprès des autorités françaises d'une pareille atteinte à la majesté qu'il est. Bon, les autorités françaises, évidemment, n'ont pas facilité à aucun moment le travail de la justice, comme vous pouvez le deviner. Et Sassou Nguesso a saisi la Cour internationale de justice, la CIJ. Alors, vous savez que c'est une cour qui est saisie d'État à État, c'est-à-dire c'est une plainte du Congo-Brazzaville contre la France pour dire que la France n'avait aucune raison de juger qui que ce soit du Congo-Brazzaville. Et la CIJ a rendu en 2003 une décision qui a été favorable à la poursuite de l'instruction en disant qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à la poursuite de cette instruction. Et beaucoup plus tard, le Congo a abandonné d'ailleurs les poursuites devant la CIJ. On en était là. Autre épisode marquant, je vais dérouler le fil des années sans tout vous raconter, mais un épisode vraiment très emblématique et très symbolique de ce que peut être l'atteinte, comment dire, l'immixtion du politique dans le judiciaire. Il se trouve qu'est venu en France Jean-François Ndengue. C'était de mémoire au mois de mars-avril 2004. Jean-François Ndengue, qui lui était directeur de la police nationale et qui était parmi les personnes dans le collimateur des poursuites potentielles devant le juge d'instruction. Monsieur Gervillier, sachant qu'on le prévient de la présence de Ndengue, le fait placer en garde à vue, le fait déférer devant lui en tant que juge d'instruction et le fait placer en détention en le mettant en examen et placé en détention. Tollé absolument incroyable de la part du parquet qui va faire immédiatement appel de la mise en détention alors qu'il avait été placé, je crois, en détention à la prison de la Santé, et on va réquisitionner, mais c'est vraiment le terme, elle était certainement en pyjama ou je ne sais pas comment elle se met quand elle est la nuit en train de dormir, mais enfin certainement elle était dans le sommeil. On est allé la chercher à minuit. Elle est venue siéger à 2 heures du matin pour prendre une ordonnance de mise en liberté de M. Ndengue. Dans la nuit, c'était pas un poisson d'avril, mais ça devait tomber à peu près le 1er avril. Et effectivement, M. Ndengue, qui avait été incarcéré à la prison de la Santé, a pu, de par cette décision de la présidente de la Chambre de l'instruction, être remis immédiatement en liberté, placé dans un avion qui l'a ramené triomphant, où il a été accueilli, je crois, avec tous les honneurs qui évidemment lui étaient dus, quand il est retourné au Congo-Brazzaville. Ça a fait un petit scandale dans la presse, bon, très insuffisant, mais enfin tout de même à l'époque. C'est vous dire le contexte de cette affaire. Alors ensuite, à la suite de cette affaire Ndengue, les pressions, les implications de nature politique se sont amplifiées et les ministères de la Justice, conjointement, et là aussi dans une France-Afrique, tout ce qu'il y a de plus détestable, ont mis sur pied l'idée, et finalement réalisée, d'un procès qui aurait lieu à Brazzaville, pour couper court à la justice française et pour essayer après, au nom d'un principe de droit, je vais faire savant, qui s'appelle le principe non bis in idem, de dire on va les juger à Brazzaville et donc il y aura une décision qui sera prise à Brazzaville, il ne sera plus possible de les poursuivre en France puisqu'on ne peut pas poursuivre 2 fois pour les mêmes faits. Donc on a mis sur pied très vite cette procédure qui n'était jamais qu'une mascarade de procès, qui s'est tenue au mois d'août 2005
où 15 personnes se sont trouvées poursuivies, dont Dabira d'ailleurs, et puis quelques autres. Et on a assisté à ce... Alors, en plus, ces 15 personnes étaient évidemment assistées d'avocats congolais, mais aussi de deux confrères français dont l'un a eu un comportement... il faut reconnaître que compte tenu des honoraires qu'il a perçus, qui ont été... La presse s'est répandue là-dessus, donc je ne dévoile rien. Je reconnais qu'il pouvait, pour ce prix-là, se comporter comme il l'a fait. Enfin, chacun peut renier son âme. Et puis, il s'appelle Count Picchi, pour ne pas le nommer. Et puis, il y a un autre avocat qui m'a davantage surpris parce que c'est quelqu'un pour qui j'avais plus d'estime, qui s'appelle de Saint-Pierre, qui aujourd'hui encore a été ou est toujours l'avocat du Monde, d'ailleurs, le journal Le Monde, qui est allé dans cette mascarade aussi se pervertir. Toujours est-il qu'on a assisté à un résultat hallucinant, c'est-à-dire une responsabilité qui a été reconnue, l'arrêt de la cour d'appel de Brazzaville, sans instruction, c'est un procès vraiment mascarade, je le disais. On reconnaît qu'il y a effectivement que l'État congolais dans ce massacre a une responsabilité, mais sur les 15 prévenus, personne n'est responsable. Ils sont tous acquittés. Ils ont tous été acquittés. Autrement dit, on a fabriqué un procès pour acquitter, pas pour condamner. On a fait semblant de dire on va les poursuivre, mais l'objectif c'était de les acquitter et puis de revenir en France et de dire en France c'est terminé, vous ne pouvez plus, c'est fini. Alors ça n'a pas tout à fait marché comme c'était souhaité. Ensuite, donc, la procédure, finalement, s'est poursuivie en France. Il y a eu toute une série d'escarmouches pour essayer de remettre en cause les éléments de procédure pénale. Et vous savez que là-dessus, les recours en France, ça se multiplie, ça prospère très bien. Donc, les avocats de Dabira, en particulier, ont saisi la Chambre de l'instruction. C'est venu d'abord devant la Chambre de l'instruction à Paris, qui effectivement a annulé un certain nombre d'actes de l'instruction. La Cour de cassation nous a donné raison et a cassé l'arrêt de la Chambre de l'instruction qui annulait les actes d'instruction. Ça s'est allé devant la Cour d'appel de Versailles, la Chambre de l'instruction à Versailles qui en 2008, je crois, elle au contraire n'a annulé que la partie de procédure concernant Jean-François Mbembe, qui a permis de reprendre ensuite la procédure. Alors, par la suite, il y a eu d'autres mises en examen qui ont pu intervenir ou témoins assistés, plus exactement. Alors, il y a eu 3, je ne vais pas rentrer dans le détail, je passe très vite. Il y a eu des mandats d'arrêt qui ont été décernés. Alors, il y a eu 3 personnes placées en témoins assistés. Il y a eu Patrice Mayouma, en qualité de chef de service des investigations de la Direction générale de surveillance du territoire. Il y a eu Justin Lekunzu, ancien ministre de la Défense nationale, et puis une 3e personne qui a été également placée sous ce statut. Et quant à Norbert Dabira, les poursuites ont repris à son encontre et pour finir, il avait pu être mis en examen. Il a demandé l'annulation de sa mise en examen qui a été rejetée. Alors là, on progresse dans le temps. On arrive de mémoire à peu près en 2015. Sa mise en examen a été confirmée, sauf qu'entre-temps, il avait quand même réussi puisqu'il avait été placé simplement sous contrôle judiciaire, remis sous contrôle judiciaire et non pas incarcéré. Il avait réussi à partir et je crois qu'il a été, enfin vous le savez, certains d'entre vous certainement ou certaines, il a été ensuite, il a eu quelques ennuis avec la justice congolaise. Je crois qu'il a été condamné, il a fini par sortir de prison assez récemment. Donc tout ceci, vous voyez, conserve un caractère assez rocambolesque. Mais l'instruction est toujours en cours. Alors il faut savoir qu'au départ, je vous l'ai dit, elle était devant le tribunal de Meaux, mais qu'elle est passée ensuite à compter de 2012. Vous savez sans doute qu'en France, à compter de 2012, on a créé ce qu'on appelle le pôle au tribunal judiciaire de Paris, le pôle crime contre l'humanité. Donc ce sont des magistrats spécialisés dans les poursuites crimes contre l'humanité et il y a une centralisation de toutes les poursuites, de toutes les procédures sur ce pôle, ce qui fait que la juridiction de Meaux s'est trouvée dessaisie au profit du pôle. Et actuellement, il y a toujours une juge d'instruction qui est en charge du dossier, qui s'appelle Madame Tachot, et à chaque fois que je peux être avisé
de ce que une ou plusieurs personnes sont de passage sur le territoire français, personnes qui peuvent être en lien avec l'affaire du beach de Brazzaville, qui peuvent être susceptibles d'être poursuivis pour leur responsabilité dans cette affaire, j'essaie de prévenir Madame Tachour. Je dois dire que depuis 3-4 ans, malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu la crise sanitaire pendant laquelle il y avait peu de déplacements aussi, hein, mais tout ceci tourne un peu plus à vide. Donc je terminerai juste en vous disant que si parmi vous, quelques-unes d'entre vous ont connaissance du passage en France, du séjour en France de telle ou telle des personnes susceptibles d'être impliquées et encore vivantes, parce qu'en cours de route, on a perdu parmi, si vous voulez, moi j'avais tout l'organigramme, hein, des personnes qui pouvaient être poursuivies, et il y en a plusieurs qui ont disparu, hein, qui sont décédés. Mais donc, cette affaire est toujours vivante, et on a les moyens, on a vraiment les moyens de la réanimer au pôle, parce qu'il y a quand même des magistrats compétents, qualifiés, qui exercent uniquement dans ce domaine, et on pourrait relancer les affaires, puisqu'on a surmonté quand même beaucoup d'obstacles. Et en particulier le fait que la justice française, malgré le procès de Brazzaville que j'évoquais, continue de considérer que ce procès de Brazzaville, compte tenu de son caractère non conforme aux règles de droit d'un procès international qui doit respecter les minimums de règles du procès équitable, la justice française demeure compétente. Il faut sans cesse se dire que se remotiver ensemble et collectivement et continuer impérativement ce combat au nom de ce qui est dû, mémoire des victimes, justice et le fait qu'il faut, et je pense qu'il y a quand même des progrès, même si c'est trop lent, même s'il y a beaucoup d'obstacles, même s'il y a des déceptions, il faut que ces personnes sachent qu'elles ne sont pas certaines de terminer tranquillement leur existence et qu'il y a quand même un risque qu'un jour la justice finisse par passer.